Mes chers auditeurs et mes chères auditrices, nous voici avec le 6e épisode du podcast, qui est aussi le premier épisode de l'année 2024. Alors, avant toute chose, je vais vous souhaiter une très belle année. C'est une année qui sera peut-être marquée par un début de doctorat, ou alors au contraire par une soutenance de thèse, peut-être aussi par un séjour de recherche, sûrement par de longues heures passées en bibliothèque, et puis peut-être aussi par un arrêt de la thèse. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce sera une année épanouissante pour vous, aussi bien sur le plan des études que dans votre vie personnelle. Et de mon côté, j'espère que ce sera une année au cours de laquelle on continuera à consolider les liens qui nous unissent entre jeunes chercheurs, et ce qui me permet d'en profiter pour vous remercier infiniment pour votre soutien, pour vos retours sur le podcast et pour le temps que vous prenez pour écouter ces longs épisodes. Alors pour commencer l'année, je vous propose un épisode Regard croisé. Nous allons avoir 3 témoignages, celui d'Éline, de Raël Michael et de Thomas. Leur point commun, au-delà du fait bien sûr qu'ils sont doctorants, c'est qu'au cours de leur parcours, ils ont eu un enfant. Et oui, on va explorer la vaste thématique de la parentalité durant le doctorat. Et il me semblait intéressant pour ça d'avoir plusieurs profils, parce que c'est une expérience tellement personnelle qu'elle en devient unique. Alors si jamais vous êtes jeune parent doctorant ou alors que vous avez un projet bébé et des doutes et des questionnements, j'espère que cet épisode pourra à minima vous accompagner. Alors aujourd'hui, pas de citation ni de statistiques, je vais introduire nos 3 invités simplement en les remerciant chaleureusement d'avoir accepté de partager avec nous un morceau de leur vie qui est très intime. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Bienvenue sur Parlons peu, parlons thèse, un podcast sur le doctorat en sciences humaines et sociales. Alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter pour qu'on fasse un petit peu plus connaissance avec toi? Quel est ton lien à la recherche? Bonjour, c'est Éline. Je suis doctorante en littérature française et francophone. J'ai commencé ma thèse en co-tutelle de thèse. C'était au début avec mon université d'origine, vu mon origine de la Tunisie, avec une université française. Et puis, ça n'a pas un peu marché. Donc, ma directrice de thèse tunisienne m'a demandé d'écrire 9 introductions pendant 3 années. Donc, j'ai dû annuler la co-tutelle et de continuer ma thèse en tant que thèse française. Et là, au bout de la 3e année de thèse, c'était, je me souviens très bien, un 22 avril 2021, je me suis rendu compte que j'étais enceinte, alors que je venais d'annuler la co-tutelle de thèse avec la Tunisie. Et je me suis dit, oui, je vais finir la thèse en tant que thèse purement française. Tout d'abord, merci de me donner la possibilité de m'exprimer un petit peu et de vous faire part de 3 petites choses qui se rapportent à la thèse. Donc, je m'appelle Raël Michael Beneteau. Suite à l'obtention d'une équivalence de baccalauréat, je me suis orienté vers une licence d'anglais LLCE, qui est donc l'acronyme pour Langue, Littérature, Civilisation étrangère. Une licence, je dirais, qui est somme toute assez diversifiée. Par la suite, je me suis orienté vers un master de recherche, alors même que j'étais dans le même temps à l'étranger, puisque j'étais au Canada, à Toronto. Il faut savoir que en fait, la licence, cette licence spécifiquement d'anglais, est essentiellement, la plupart du temps, dédiée au passage de concours pour devenir professeur, enseignant de langue dans le secondaire, CAPES agrégation, enseignement privé et tout ça. Donc j'étais à l'étranger parce que ça me paraissait un petit peu compliqué quand même éventuellement d'entamer à un moment donné une carrière de professeur de langue sans avoir aucune expérience de vie au quotidien dans un pays anglophone. Donc je suis resté quelques années à Toronto, donc en finissant ce master qui était à l'université de Bordeaux-Montaigne.
Et suite à la crise que nous avons tous connue, crise du Covid, désirant me rapprocher de ma famille en France, je suis donc rentré. Donc c'était en 2020, c'est bien ça. Le traumatisme covidien est toujours là, si je puis dire. En septembre de l'année, j'avais déjà quelqu'un qui avait accepté de me suivre en thèse, qui est donc Monsieur Jean-François Bayon du laboratoire CLIMAS de l'Université Bordeaux-Montaigne. Et donc j'ai entamé cette thèse cette année, donc rentrée en octobre, si je me souviens bien. Pour faire part rapidement de mon sujet, donc moi c'est un sujet qui est, on va dire, un petit peu à cheval sur plusieurs thématiques. Évidemment, la dominante, on va dire, pays anglophone est très présente puisque je travaille sur le cinéma américain. Plus précisément, donc sur le côté technologique, l'apport culturel dans le cinéma américain de tout ce qui est bande magnétique au niveau du son. Voilà. Donc, je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans et je suis actuellement en troisième année de doctorat en philosophie. Mon parcours, il est au début assez linéaire parce que j'ai commencé directement par la licence de philosophie après le bac, la licence, puis le master, puis la préparation des concours de l'enseignement. Je ne sais pas si c'est pareil dans les autres disciplines, mais en philosophie, en général, on fait ça avant la thèse. Et ensuite, j'ai enseigné au lycée pendant 3 ans, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai donc entrepris une thèse à partir de, il y a 3 ans, puisque je suis en troisième année. Donc, c'était en 2021, je crois. Voilà. Donc, une thèse en philosophie qui porte, pour le dire vite, sur la notion de temps, sur la philosophie contemporaine du temps. Voilà. Et il me semble qu'à un moment donné du parcours vient, d'un point de vue un peu plus personnel, l'envie d'avoir un enfant. Peux-tu nous dire à quelle période on se situe à ce moment-là? Oui. Alors, en fait, on se situe avant la thèse, juste avant la thèse. En fait, tout est arrivé d'un coup. C'est-à-dire que la même année, j'ai eu l'agrégation, le contrat doctoral et un enfant. Donc, voilà, le fait de commencer la thèse à ce moment-là n'était pas, ou même d'avoir l'agrégation n'était pas prévu. Justement, il s'est avéré que le projet a abouti à ce moment-là, que je l'ai proposé à un directeur qui l'a jugé intéressant, et donc j'ai présenté une candidature pour un contrat doctoral, ça a été accepté, et voilà. Donc, ce qui fait que j'ai eu mon enfant au tout début de ma thèse, le premier mois. Le premier mois, c'est un mois de congé paternité, le premier mois de thèse. Et donc voilà, j'ai grandi, en fait, mon fils a grandi tout au long de mon parcours de thèse, avec ma thèse. Et oui, tout à fait. J'ai ma fille qui est née, donc avec ma compagne, on a eu Clarisse, qui a maintenant un peu plus de 20 mois. Elle est née en 2022. Voilà, donc évidemment, c'est un chamboulement parce qu'à à un point que l'on n'imagine pas, ne serait-ce que logistiquement parlant, au niveau de l'organisation d'une journée, on a la journée qui n'est pas du tout décomposée de la même manière. Le travail dans la journée est une partie de l'écriture de la thèse, avec un enfant qui dort dans le salon alors qu'on est dans le bureau. Ça n'a strictement rien à voir. Et ben voilà, c'était vraiment la panique pour moi. Et j'ai eu ce qu'on appelle, c'est pas un déni de grossesse, mais je voulais pas de cet enfant parce que à l'époque, on venait de me proposer un contrat pour enseigner à l'université en France. On venait de me proposer un autre contrat en télétravail pour aider au pôle handicap de l'université. Donc, c'était un peu d'autres horizons qui s'ouvraient à moi, mais c'était un peu impossible avec la thèse et tout ça. Et moi, je me suis dit, voilà, les 9 introductions que j'ai déjà écrites, je vais m'en débarrasser et recommencer dès le début ma thèse. Voilà. Et là, la grossesse. Je voulais avorter de cet enfant
Mais la famille, mon mari, tout le monde m'a pas laissé. Et là, j'ai eu ce que, je sais pas s'il y a des étudiants qui le savent ou non, mais il y a en France ce qu'on appelle une année de césure, c'est-à-dire une année sabbatique qu'on peut avoir si on est enceinte, on a eu un accident, on a trouvé un stage, on a trouvé une opportunité de travail importante. Donc, on pourrait avoir une année de césure pendant laquelle on va pas vous demander des comptes rendus ou votre état d'avancement pendant la thèse. Et là, j'ai commencé ça, j'ai commencé les papiers, tout était bien. Et là, j'étais entre la 3e année et la 4e année de thèse. Donc, une demande de dérogation avec une demande de césure. Tout allait bien, voilà, j'ai essayé d'étudier, de continuer la thèse et tout ça, mais avec les sauts d'humeur, les hormones, j'arrivais à manger 1 litre de glace par jour, des trucs un peu bizarres. Les femmes enceintes ou qui sont passées par là vont me comprendre un peu. Et voilà, donc je pouvais pas vraiment étudier, je dormais n'importe où, n'importe quand, sans le prévoir. Et jusqu'où, donc là j'ai dit c'était en 2021, c'était encore le Covid, c'était encore les différents variants, Omicron, je sais pas quoi. Et là jusqu'au moment, ça vient le mois de septembre, j'étais au 6e mois de grossesse. Et là j'ai dû faire un saut en France pour régler les papiers d'inscription et les papiers de césure et tout ça. C'était prévu que je reste juste 10 jours ou une semaine maximum pour renouveler tout ça et revenir en Tunisie pour accoucher à côté de la famille et tout ça. Et là, j'ai eu un problème au niveau du titre de séjour. J'ai été bloquée pendant 3 mois et demi en France et j'ai dû accoucher toute seule en France. Et tu as parlé de congé paternité. Est-ce qu'il y a tu as eu à faire des démarches administratives? Est-ce que tout simplement tu l'as signalé à l'école doctorale que tu avais un enfant? Est-ce que on t'a proposé éventuellement des aménagements, des choses ou... Alors, je l'ai signalé parce que le congé paternité, bon, disons que quand on fait une thèse, on est un peu, à moins d'avoir des cours, mais moi c'était pas mon cas, mais disons que quand on fait une thèse, on est un peu dans son coin, donc bon, on peut faire, voilà, simplement on s'arrête pendant un mois si on a envie, ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais d'un point de vue administratif, le congé paternité te donne droit à une prolongation de la thèse au niveau du contrat doctoral, je veux dire, à une prolongation à la fin du contrat. C'est-à-dire que comme tu as pris un mois de congé paternité, tu as le droit à un mois en plus à la fin de ton contrat doctoral. Bon, c'est vrai que après, j'ai pas tendance trop à m'étaler sur ce genre de choses pour avoir des aménagements. À un moment donné, j'ai quand même été obligé d'en parler à l'école doctorale, de leur faire part de ça pour qu'ils comprennent que j'avais certains, on va dire, contretemps et que ça pouvait être des fois une source de choses à gérer pour moi et que c'était pas forcément évident. Moi, mon directeur de thèse, il m'accompagne de la meilleure façon on va dire, il endosse le rôle de la meilleure façon qu'il puisse le faire. Hein. Ça, c'est voilà, je peux pas dire le contraire. Puis après, à la fin du mois de novembre, c'était le 28 novembre, j'ai eu un très gros malaise. Il me restait que quelques jours pour arriver au 9e mois. Et là, on m'a dit, vous allez rester hospitalisé à la clinique. Vous avez des problèmes au niveau du rein, du foie, et une infection. Et bref, j'avais cumulé un vrai dossier médical bien costaud. Je suis restée une semaine hospitalisée, puis le médecin m'a dit non, madame, votre état va bien s'aggraver, on doit bien avoir une césarienne pour faire sortir ce bébé-là. Et alors que j'étais toute seule, ma mère n'a pas pu avoir un visa. J'ai une sœur qui habite aussi en Europe, mais elle était en phase de renouvellement de titre de séjour, donc elle pouvait pas venir. Il y avait personne. Et bon, moi, c'était un peu de ma faute parce que quand j'en ai parlé après 2 ans à ma directrice de thèse, elle m'a dit, tu aurais pu m'appeler, j'aurais pu m'occuper de toi, j'aurais pu. Mais moi, j'avais vraiment
honte. Bon, elle savait que j'étais enceinte, mais elle savait pas que j'allais accoucher toute seule. Et j'étais, on va dire, un peu embarrassée d'en parler aux gens et de leur dire, voilà, je vais accoucher toute seule. Donc voilà, j'ai dû accoucher toute seule. C'était juste à la dernière minute. Il y a un oncle éloigné de mon mari qui habite à Cannes, qui a fait le trajet plus de 800 kilomètres en voiture. C'est un vieil homme avec sa femme et tout ça, qui m'ont un peu aidé, tout ça. Donc voilà. Et cerise sur le gâteau, on a découvert que mon mari, il a un problème de visa. Donc, il ne peut pas avoir de visa. Donc, même pas pour voir son enfant, même pas pour m'assister et tout ça. Voilà, il y avait l'oncle qui m'a aidé un peu et tout ça pour avoir le passeport du bébé, les paperasses et tout ça. Et il y avait encore mon titre de séjour qui stagnait encore à la préfecture. On ne voulait pas me donner quoi que ce soit comme information. Et là, je me souviens comme si c'était hier. Je suis allée à la préfecture avec mon bébé âgé de 10 jours, 15 jours, quelque chose comme ça, dans un kangourou. Et j'avais eu une opération et tout ça. Je me tenais à peine debout. Et là, je leur ai dit, excusez-moi. Là, on est en mois de décembre. J'ai pas eu mon titre de séjour. J'aimerais bien l'avoir. Là, j'aimerais bien passer Noël, Nouvel An avec ma famille. Là, il y a son papa qui n'a pas vu le bébé. Il y a mes parents, il y a mes beaux-parents. Personne n'a encore vu le bébé. Et moi, l'oncle et la tante, ils sont rentrés chez eux. Je peux pas rester toute seule. Et ben là, voilà, il était un peu gentil. Une dame, elle est rentrée. Et puis voilà, en 5 minutes, elle m'a sorti le papier. Elle m'a dit, voilà, joyeux Noël. Et bah, premier avion, dans 3 jours, je rentrais en Tunisie avec le bébé. Et puis après l'année de césure et tout ça, j'ai essayé de travailler, mais avec tout ce que, tout ce que j'ai vécu, c'était pas possible de reprendre le travail et tout ça, et avec le bébé. Et après, il commençait à grandir un peu, donc j'ai essayé d'étudier un peu, mais je me suis rendu compte que plus il grandissait, plus la tâche, elle devenait plus difficile. Et parce que au début, l'enfant, il dort presque toute la journée. Donc là, il fait 3 heures de sommeil, puis il se réveille 1 heure, 3 heures de sommeil, puis il se réveille 1 heure. Donc ça va un peu travailler. Mais après, maintenant, il a 1 an et 11 mois, bientôt 2 ans. Donc là, il dort que 2 heures, 1 heure maximum de sieste le jour. Donc avec toutes les phases que prend le bébé pour grandir sont des phases un peu difficiles. À chaque fois que je me dis, voilà, il y a la phase des dents qui est passée, c'est bon, on peut bien se concentrer. Il y a une autre phase qui arrive. Il y a la phase de lui donner à manger. Voilà. Donc il y a beaucoup de trucs. On est parfois obligé de multiplier les nuits pour pouvoir produire quelque chose un peu et être justement dans ce que je disais au départ, une continuité de production. Donc on est parfois obligé de faire 2-3 nuits d'affilée, dormir un petit peu le matin en même temps que l'on s'occupe après du bébé. Moi j'avais pris mon année. J'avais pris la première année pour pouvoir m'occuper d'elle parce que étant en Île-de-France, je ne voulais pas commencer à courir dans tous les sens avec un bébé en très bas âge et infliger ça à un être qui venait juste d'arriver sur Terre. Sachant qu'il y a tout, je vous passe les détails, hein, mes amis, mais il y a les dents, il y a tout ça, il y a tout un tas de choses. On se rappelle pas très bien comment c'était, mais ça a été dur pour tout le monde. Donc c'est vrai que oui, la journée est décomposée complètement différemment, ça c'est sûr. Hein, mais ça permet aussi vraiment l'aspect positif, c'est que bon, outre la relation fantastique que tu as avec ton enfant, ça te permet de remettre un pied dans le réel. Tu es obligé de toute façon, hein, parce que quand tu as un enfant qui fait les dents et qui ne veut pas dormir de 2 heures jusqu'à 6 heures du matin, ça n'arrive pas systématiquement, mais ça peut arriver, il faut être dans le réel. Là, tu n'es pas en train de penser à ta thèse. La thèse, tu vas déjà voir pour dormir un peu la journée avec ton bébé. Et puis le soir, éventuellement, là, tu pourras t'y remettre. Mais pour l'instant, il faut arrêter quelques heures. Donc voilà, ouais, c'est un engagement et c'était pas forcément évident. Après, je suis très content d'être passé par ces choses. Hein.
En 2023, c'est bon parce que là, 2022-2023, je ne suis plus en césure. Donc, je devais avancer vraiment dans la thèse et tout ça. Ma directrice de thèse, elle m'a recommandé de changer un peu le plan parce que, voilà, ça fait 2 ans qu'on n'a pas repris tout ça et que c'était l'ancien plan de l'ancienne directrice de thèse. Et là, on a recommencé à faire des choses, mais il y avait le bébé qui voulait toucher à l'écran, qui voulait toucher au fluo, au papier, donc c'était pas vraiment possible. Et là, vers 1 an et 6 mois, j'ai pensé à la crèche. En France, c'est impossible de trouver une place en crèche, donc impossible, quasi impossible. Donc voilà, j'ai choisi de rester en Tunisie pour lui garantir une place à la crèche et pour pouvoir étudier un peu. Là maintenant, je vous parle, il est à la crèche, il va revenir vers 17h, donc ça va, c'est calme pour le moment. Donc j'arrive un peu, donc ça fait maintenant, depuis le mois de juin, ça fait 4 mois maintenant, presque 4 mois qu'il est à la crèche. Donc ça va, j'arrive à me concentrer, sauf quand il attrape un truc, un virus, genre pied, main, bouche, varicelle. J'ai eu quelques exemples. Donc il reste avec moi à la maison, sinon ça va très bien. J'essaye d'avancer. Et ce qui est bien, c'est que la directrice de thèse, elle est trop, et je vais le dire, elle me supporte beaucoup. Parce que, par exemple, là, je lui ai envoyé dernièrement une trentaine de pages. Je lui dis, voilà, madame, ce que j'ai produit, tout ça. Elle en a accepté 15, les autres, c'était pas vraiment présentable. Elle m'a présenté une manière de travailler. Elle m'a dit, écoute, c'est pas la peine de m'envoyer une centaine de pages pour te dire, je vais pas les accepter. Suis cette méthodologie-là, suis ces conseils-là pour essayer d'accepter 100% de ce que tu m'envoies. Et, elle finit toujours son mail par bon courage, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, ça va arriver, c'est pas facile, je le sais très bien, on est tous passés par là. Donc tout ça, ça m'encourage beaucoup et à chaque fois qu'elle trouve un lien, un livre, un colloque, une soutenance de thèse, n'importe quoi, elle essaye de m'encourager, elle essaye de me remettre dans le droit chemin. J'en ai parlé assez librement avec mon directeur de thèse, qui a aussi des enfants, donc qui sait ce que c'est, si on veut. Je n'en ai pas tellement parlé par rapport au fait que ça pourrait être dérangeant pour l'avancée de la thèse, j'avoue. Par rapport à ça va pas être un sujet. Le fait d'avoir un enfant en soi, oui. Surtout que bon, surtout en amont en fait de la thèse, parce que quand j'ai préparé mon projet de thèse, présenté mon projet de thèse, euh, je, je lui ai dit qu'au niveau du contrat doctoral, moi j'allais avoir un enfant et que donc au niveau des cours à donner à l'université, il fallait pas que j'ai une charge trop lourde, etc. Donc ça a été un sujet de dialogue plutôt en amont. Et ensuite, ben, on parle de temps en temps de la vie de famille, mais non, par rapport à l'avancée de la thèse, c'est pas un sujet dont j'ai parlé avec lui, j'avoue. Et là, ma directrice de thèse, je l'ai revue au mois de juin dernier dans un colloque. Et là, on a pu voilà, sortir, dîner, en parler. Donc là, on était plus dans un contexte c'était moins un contexte de recherche. Parce que là, le colloque, il était terminé, on a assisté au colloque et tout ça. Et puis après, voilà, on a fait un petit tour, on a pu discuter autour d'un café. Donc voilà, madame, il s'est passé telle chose. Et il m'a dit, pourquoi vous auriez pu venir chez moi, pourquoi rester toute seule, pourquoi accoucher toute seule, après tout, moi, je sais de quoi il s'agit, j'ai des enfants, j'aurais pu t'aider, même pour cuisiner un repas, même pour te préparer une tisane. Et là, voilà, je lui dis, je sais pas pourquoi, mais peut-être j'étais embarrassée, peut-être. Moi, j'avais jusqu'à la fin l'espoir d'avoir les papiers, le titre de séjour, et de revenir en Tunisie accoucher à côté de ma mère et de mon mari et tout ça, et d'avoir le soutien familial. Après, j'ai fait en sorte, j'ai mis aussi ma vie professionnelle entre parenthèses. J'étais en poste dans les dom-toms. J'ai arrêté de faire ça pour réussir à suivre la grossesse correctement, pour être présent, puis pour m'occuper de mon enfant après par la suite. Je n'ai pas travaillé quand même pendant un certain nombre de temps, ce qui n'est pas
être avec un bébé au quotidien, ce n'est pas toujours évident, hein. On peut faire une forme de burn-out. Alors, je te laisse imaginer quand tu es la tête dans les bouquins et dans les couches l'après-midi. Donc, c'est aussi une forme de sacrifice. Je dis pas que ça a été tout rose, attention, hein. Mais c'est pas insurmontable. Ce n'est pas insurmontable. Voilà, ça c'est mon avis. Là, je ne le nie pas, j'ai pensé au moins 8, 9 mois à abandonner la thèse et à me dire, voilà. J'allais te demander, ouais. Est-ce qu'à un moment donné, la question s'est posée vraiment de l'arrêter? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'était au début quand j'ai su pour la grossesse. Là, tout le monde était contre l'avortement et moi, j'ai même appelé l'école doctorale, je leur ai dit, je vais arrêter. Ils m'ont dit, Madame, est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce que votre conjoint n'accepte pas la grossesse? Est-ce que... Non, je leur ai dit, non, tout est nickel, je suis mariée, il y a pas c'est pas mon petit ami, c'est pas un enfant sous X. Au contraire, lui, il est content, toute la famille est contente, mais moi, je suis pas contente. Donc, voilà. Mais en voyant toutes les opportunités au niveau du travail qui étaient en train de s'envoler à cause de la grossesse, donc c'était pas vraiment euh, le top, quoi. Voilà, avec aussi les différentes phases de l'évolution de mon bébé. Donc, je n'ai pas pu vraiment me concentrer. Donc, voilà, je me disais, voilà, c'est pas la peine. Et même au mois de mars, je me suis dit, bah là, je vais devoir changer le plan. Donc, c'est pas la peine de finir. Voilà, je vais tout abandonner. Moi, j'aime bien, je crois, l'aspect aussi un peu solitaire de la recherche, même si on dit beaucoup que c'est pas solitaire, ce qui est vrai. Mais il y a quand même un aspect irréductiblement, je crois, solitaire. On est seul devant son ordi à écrire. C'est pas les autres qui écrivent notre thèse pour nous. C'est quand même nous. Et moi, j'aime bien aussi cet aspect-là. Et je suis content aussi de profiter de ça. Et d'ailleurs, le fait, ça, j'en ai pas parlé encore, mais le fait d'être euh, en thèse en étant parent, en étant jeune parent, ça a quand même l'avantage, même si c'est à double tranchant, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être à la maison et donc de pouvoir être présent. Je pense plus que une personne qui a un travail où elle doit se déplacer sur le travail et puis des horaires de bureau. Je pense que ça, c'est aussi un avantage d'être parent pendant la thèse, c'est de pouvoir être présent. Un point commun que j'observe à chaque fois, c'est que finalement, l'arrivée de l'enfant, pour certains même permet d'optimiser, de gagner presque en productivité parce que ça nécessite de bien segmenter et ça gagne en capacité organisationnelle. Oui, je pense. C'est un peu, de toute façon, oui, devenir parent, c'est un peu une grande étape, quoi. Je pense qu'on gagne aussi beaucoup en confiance en soi et parce que c'est quand même très difficile. On gagne beaucoup en confiance, en capacité d'organisation. Euh, on devient plus adulte, en fait, même si on l'est déjà. Ça aide à devenir adulte, je trouve, tout simplement, voilà, et à être plus rigoureux, plus organisé. Et donc, de ce point de vue-là, même si évidemment on n'a pas tout le temps peut-être dont on aurait besoin pour la thèse, ben on gagne en optimisation, je pense, effectivement. De toute façon, oui, tu es obligé d'être plus efficace puisque tes moments de travail, tu ne les choisis pas et ils deviennent à un moment donné épisodiques. Je ne dis pas qu'ils sont épisodiques sur la semaine, mais en fait, ça devient des épisodes dans la journée puisque tu ne peux pas choisir quand toi tu travailles. C'est la grande différence. Donc évidemment, tu es obligé de gagner en productivité. Après, je pense que c'est aussi propre à chaque individu. Il y a des individus qui vont se mettre avec un article qu'ils ont lu, qu'ils ont surligné, ils vont arriver de suite à produire quelque chose. Moi, personnellement, ce n'est pas ma nature. Je ne pense pas être plus bête que quelqu'un d'autre, mais c'est juste que mon mode de fonctionnement fait que, en fait, quand je m'assois et que je commence à composer, que je commence à écrire, il faut inévitablement que je passe par une période, en fait, où si on peut dire, je me chauffe. C'est-à-dire, pendant une heure et demie, je vais continuer un petit peu à patauger, alors que j'ai des informations, que j'ai quelque chose qui est déjà écrit, mais j'ai besoin de ce moment où je vais patauger un petit peu pour exactement arriver à une forme de production écrite qui me convient. J'ai déjà fait le test plein de fois, et je sais que
avoir tapé un plan dans la journée et me lancer comme ça avec des références, moi, ça fonctionne pas. Je consacre 1 heure maximum pendant la journée pour le ménage. Et ce qui est bien, c'est que mon mari, il m'aide. C'est-à-dire, si je cuisine pas, c'est pas grave. Pour lui, il fait le ménage, il cuisine et tout ça. Alors que ça, c'est un peu bizarre pour une société tunisienne. Donc voilà. Mais il le fait quand même. Il me dit juste, le dis pas à la famille. Voilà. Donc, mais sinon, je peux lui confier l'enfant si je vais cuisiner le dîner et tout ça. Donc, je consacre, donc j'ai dit 1 heure maximum au ménage parce que moi, je peux pas vraiment étudier quand il y a des jouets partout, ou il y a du linge à faire et tout ça. 1 heure maximum et voilà. Puis je me mets au travail. Moi, mon soutien, il s'est fait à partir du socle familial. Voilà. Socle familial et surtout la personne que je voyais au quotidien et qui était en mesure de m'aider moralement au quotidien. Et ma fille de 20 mois est trop jeune. Donc c'est ma compagne. Si j'ai eu un soutien moral à un moment donné avec quelqu'un qui me disait il faut continuer, il faut y aller, il ne faut pas s'arrêter, etc., ça va s'arranger, ne t'inquiète pas, c'est parce que j'ai quelqu'un de solide derrière. Même si j'ai une famille aussi. Mais les gens qui ne sont pas en thèse, qui n'ont pas fait trop d'études, pour parler après de ma famille, parce que je viens d'un milieu modeste, j'ai pas honte de le dire, hein, c'est vrai que comprennent pas trop. Un proche m'a dit à un moment donné, ça occupe. Bon, que voulez-vous répondre à ça? Enfin, le couple est très important en fait. Alors c'est pas le cas de tous les doctorants parents malheureusement, mais moi en tout cas je peux compter sur ma femme et sur le fait d'être à deux pour nous occuper de notre enfant. Et ça c'est j'imagine que des mamans solo pour s'occuper de leur enfant étant doctorant, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, quand je parle de tout ça en disant que c'est une chance, que c'est super, etc., je suis bien conscient aussi que c'est parce que c'est grâce à ma femme et au fait que je peux m'appuyer sur elle. Et voilà, donc je veux pas non plus enfin, laisser croire que tout est forcément merveilleux et tout roule comme sur des roulettes. C'est pas forcément le cas. Et évidemment, même quand on est à deux, il y a des moments difficiles. Voilà, ça dépend aussi de la situation familiale de chacun. Et moi, c'est vrai que là-dessus, j'ai la chance de pouvoir compter sur ma femme et donc d'être à deux pour nous occuper de notre enfant. Et ça permet d'avoir une organisation un peu fluide. Tu fais bien d'en parler et c'est pour ça que on peut pas traiter le sujet de manière globale. Chaque profil est singulier, chaque parcours est singulier et il y a plein de facteurs qui fait que l'expérience est plus ou moins facile à vivre et à gérer. Et que tu parles de ta femme, est-ce que le fait de rentrer en thèse, ça a aussi été peut-être un choix Bah oui, presque de couple? oui, c'est sûr. Bah déjà, elle m'a Euh, beaucoup encouragé. ouais. Je pense que je sais pas si j'aurais réussi à faire le projet sans elle. Et puis, oui, je pense que c'est une décision qu'on prend à deux. Alors, enfin, après, oui, pour moi, en tout cas, oui, c'est une décision qu'on prend à deux parce que pour moi, c'est le plus important, en fait. Pour moi, le couple, c'est ce qui va en premier. Je dirais même avant même la vie de famille, avant même les enfants. Pour moi, c'est d'abord le couple et ensuite la vie les enfants et ensuite disons, le parcours professionnel, donc la thèse, quoi. Donc, oui, c'est une décision qu'à prendre à deux parce qu'évidemment, c'est pas une vie normale, on va dire, de vivre avec quelqu'un qui fait une thèse. Donc, je pense que c'est important là-dessus que les deux soient au clair avec ce que va être le quotidien dans les prochaines années quand on se lance dans une thèse. À mon avis, c'est important. Si c'est un choix de couple, c'est que en effet c'est un vrai sujet et que ça va peut-être impacter l'espace, même l'espace physique personnel, puisque notre bureau c'est aussi beaucoup la maison. Est-ce que tu pourrais peut-être développer un peu sur ce sujet parce que là c'est sûr que t'es pas le seul à vivre ça. Bah oui, le fait de devoir s'enfermer dans son, dans son bureau. Alors, en l'occurrence, le bureau, pour moi, c'est notre chambre. Donc, s'enfermer dans notre chambre. Euh,
bon, pas les portes fermées à clé, mais c'est quand même, voilà, j'ai besoin de m'isoler un peu. Euh, il y a, c'est à ça que je pensais quand je disais effectivement une vie pas très normale, quoi. Il y a aussi l'aspect financier à prendre en compte, parce que ça veut dire quand même, euh, quand on est financé et qu'on vit exclusivement sur ses financements, comme c'est mon cas cette année, bah, ça reste assez précaire, même si le contrat doctoral, c'est encore peut-être la meilleure forme, la moins précaire, on va dire, mais ça reste quand même relativement précaire, en tout cas plus que prof au lycée. Euh, ou alors, quand on n'a pas de financement, ben, c'est encore pire, quoi. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Et puis, en ce qui me concerne aussi par rapport à l'éloignement géographique, ben, il y a les déplacements. Quand je donne des cours, c'est toutes les semaines. Donc, moi, vu mon éloignement, c'était souvent 2 jours par semaine, quoi. Ou, enfin, 2 jours par semaine avec tous mes cours regroupés dans un semestre. Donc, c'est 3 mois par an, mais c'est quand même assez lourd. Ou même, voilà, quand il y a une conférence ou un colloque ou une journée d'études ou voilà, des événements de l'école doctorale, il faut encore se déplacer. Donc voilà, ça implique tous ces sacrifices qu'il faut avoir en tête, évidemment, quand on accepte une thèse, en l'occurrence, loin de chez soi. Autre chose aussi, ça c'est que j'ai constaté comme impact sur la vie de couple, c'est le fait de sortir de sa session de travail et en fait de pas pouvoir décrocher, de pas réussir, c'est-à-dire d'être toujours dans ses pensées, dans ses trucs, euh, pas forcément avoir envie de partager parce que c'est pas forcément c'est un peu être dans sa tête, quoi. Après, je pense que ça dépend des tempéraments, mais en ce qui me concerne, c'était un peu ça. Mais oui, voilà, ne pas réussir à décrocher, quoi. Donc ne pas être disponible pour l'autre, même pour son conjoint, pour ses enfants, etc. C'est parfois un peu compliqué à ce niveau-là aussi. Puis voilà, devenir complètement obsédé par sa thèse, je pense que ça, c'est un des risques, quoi, mais peut-être même un des aspects, c'est peut-être inévitable, un des aspects de la thèse, quoi. Et je pense qu'il faut être conscient de ça quand on se lance dedans, et peut-être bien discerner avant en couple si on est prêt à faire ça. Cet aspect, il n'est pas assez peut-être abordé grâce à des tables rondes qui pourraient être mises en place, par exemple, via les écoles doctorales et tout ça. Je pense que ça serait une bonne chose. Et d'ailleurs, ce que tu fais là comme podcast est une très bonne chose parce que ça permet aussi un petit peu peut-être de rentrer en contact avec d'autres personnes. Puis ça permet aussi de prendre conscience qu'on passe quelque part un petit peu tous par les mêmes choses. Il faut le dire. C'est ce que je pense en tout cas. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir j'ai la chance d'avoir des proches qui, quand même, notamment au niveau de ma compagne, et puis aussi des amis qui, quand même m'épaulent et me disent non, tu n'arrêteras pas, non, il faut continuer. Voilà, bon. Donc, ça, c'est quand même une chance. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Quand j'ai annoncé que j'allais traiter ce sujet, j'ai eu beaucoup de retours de doctorants qui projetaient d'avoir un enfant ou alors qui étaient sur le point d'en avoir un. Et la question qui revient le plus, c'est cette conciliation entre vie personnelle, vie professionnelle, donc à la fois charge de cours et se dégager du temps pour la thèse. Alors, est-ce que toi, tu aurais une recette magique à nous proposer ou au moins quelques pistes? Si, j'en ai. Essayez de ne pas trop culpabiliser. Parce que moi, je vous cache pas, là, l'enfant, il est à la crèche en ce moment. Là, et parfois, je culpabilise. Je me dis, il aurait dû être à la maison, à côté de moi, je peux lui donner un câlin quand je veux, et tout ça. Mais moi, bon, ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé une bonne crèche et que, voilà, je peux voir ce qu'il fait. Je suis en contact permanent avec la directrice. Voilà, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il a bien mangé, est-ce qu'il n'a pas bien mangé, tout ça. Si je trouve que je ne suis pas trop productive et que je veux dormir, je veux prendre une douche, je sais pas quoi. Donc là, je sors à une bibliothèque. Donc là, je vais dans une bibliothèque pour étudier. Moi, mon problème, c'est que j'aime pas vraiment me rappeler du fait que voilà, j'ai un titre de séjour, j'ai tous les
toutes les opportunités et toutes les options possibles en France et j'ai tout laissé pour rester en Tunisie pour que mon bébé soit avec son père. Donc voilà, je vais à une bibliothèque qui appartient à l'Alliance française en Tunisie. Donc voilà, je suis dans un environnement totalement francophone avec la bibliothèque, tout le monde parle en français, tout est en français, donc tous les événements sont en français. Donc voilà, j'essaie d'oublier que je suis en Tunisie, que je suis en train de sacrifier beaucoup de choses et je me mets à bosser. Et surprise, moi d'habitude, je peux pas vraiment étudier quand il y a un tout petit peu de bruit, même un moteur de machine à laver qui est en marche. Mais là, même avec quelques petits enfants qui chuchotent dans l'Alliance, tout ça, il n'y a pas de problème. Je me suis lancée à travailler. Il y a même une journée, j'ai écrit 6 pages en 2 heures. C'était vraiment pour moi un exploit, quoi. Donc voilà, essayez de sortir un peu de votre zone de confort ou de votre lieu habituel de travail. Essayez de changer un peu le décor et essayez de vous y mettre. Et ça va venir, ça va venir. Petit à petit, ça va venir. Alors déjà, une chose que je ne conseillerais pas, c'est de temps en temps de se dire, oh non, c'est bon, j'ai dormi 2 heures la nuit dernière, je peux continuer pendant 5 heures ou 6 heures. En fait, c'est un non-sens. Simplement parce qu'on a l'impression que l'on va perdre du temps en redormant 2 heures ou 3 heures, mais en fait, on va en gagner dans sa production. D'un point de vue quantitatif, évidemment, et puis qualitatif, c'est indéniable. Et puis là, c'est encore plus, on va dire, c'est encore plus notable comme gain, puisque ce qu'on va écrire sera de meilleure qualité, on sera peut-être moins obligé de revenir dessus. Donc moi, je pense que c'est important de maintenir du sommeil. C'est la première des choses. D'ailleurs, quand on regarde bien souvent les gens qui sont en burn-out, les gens qui sont tombés dans de la dépression, sans parler des thésards, mais en général, ce sont des gens déjà qui ne dormaient pas assez. Donc il faut essayer un petit peu de conserver ça. Si on est deux, il ne faut pas hésiter en fait à, je pense, se répartir les rôles et puis de temps en temps, bon ben là tu vas faire une nuit complète et puis bon après il y a la question de l'allaitement, tout ça, mais il y a plein de possibilités. On peut utiliser un tire-lait, tout ça, je vous passe les détails. Mais il y a plein de choses que l'on peut faire. La crèche, oula, la crèche. Alors si vous êtes évidemment, si les gens sont sur un territoire qui est quand même relativement saturé, qu'il n'y a pas assez de structure, bon, c'est peut-être bien de s'en rendre compte, hein, encore que c'est pas forcément évident, mais c'est bien de s'en rendre compte assez tôt pour pouvoir faire une demande suffisamment tôt. Parce que sinon, c'est problématique. Après, vous pouvez choisir. Moi, j'ai choisi au début de ne pas la mettre en crèche. Et de participer du début le matin jusqu'au soir, et puis bon, voilà, à sa journée. Et ça n'a pas été un enfant pour autant du tout qui a eu du mal, je veux dire, à aller vers d'autres bébés quand elle arrive en crèche. Pas du tout. Par contre, on sortait tous les jours, s'il fallait parler avec la marchande de fruits et légumes, on le faisait. Et puis, il faut garder l'espoir, je pense. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Caroline, on a le droit de temps en temps, il ne faut pas que ça devienne un mode de fonctionnement, mais on a le droit pendant une semaine de ne pas travailler. Il faut juste savoir qu'après, on est un petit peu en retard et qu'il va falloir rattraper certaines choses. C'est pas la fin du monde si pendant 4 jours, tu t'occupes un peu plus de ton enfant, un peu plus de toi, tu pars en week-end et tu n'ouvres pas ton bouquin de recherche. Peut-être que tu vas repartir dans de meilleures conditions après. Donc c'est important aussi, je pense, de faire la part des choses. Faut pas juste, là où ça deviendrait problématique, c'est quand ça devient un mode de fonctionnement. Quand le fait de reporter les choses devient en fait le pivot. Ça, c'est problématique. Mais on a le droit un petit peu quand même d'être indulgent avec soi-même. Et puis, c'est vous non, mais sinon c'est une aventure formidable. Moi, je le souhaite, je souhaite à tout le monde d'avoir une belle relation avec son enfant, d'avoir l'opportunité de s'en occuper, même si ne serait-ce que
que quelques heures par jour, parce que c'est un luxe, hein. Non, il y a pas de recette magique, malheureusement. Après, comment dire, c'est à double tranchant parce que, bien sûr, il y a le côté, ben, du coup, ça prend du temps, la vie de famille. C'est très heureux d'ailleurs, mais voilà, c'est comme ça prend du temps. Mais le fait que, ben, on a du temps à réserver pour la vie de famille, souvent avec des horaires fixes d'ailleurs, ça oblige aussi à bien utiliser le temps dont on dispose et donc à pas trop se disperser, on va dire, dans le travail de recherche, dans le travail de thèse. Alors je dis ça, je me disperse beaucoup, hein, évidemment, mais enfin comme tout le monde, je veux dire évidemment peut-être pas, mais comme beaucoup de gens en tout cas. Mais mais ça m'aide de savoir que, ben, par exemple, je peux pas travailler jusqu'à minuit parce que je sais que la nuit, bah, je sais pas si mon fils va pleurer ou pas, quoi. Je sais pas de quoi la nuit sera faite. Et puis de toute façon, même s'il se réveille pas la nuit, il va se réveiller tôt le lendemain matin. Donc je peux pas travailler jusqu'à aussi tard que je le voudrais, ou que je le voudrais, ou que, en tout cas que je le pourrais si jamais je n'avais pas d'enfant. Et pareil, quand il faut aller le chercher à la crèche, ben, il y a une heure pour ça, et donc ben, il faut que je fasse ce que j'ai à faire dans la journée avant cet horaire où je dois aller le chercher à la crèche. Et donc quelque part, ça aide à la régularité du travail et à l'organisation. C'est-à-dire que on est obligé, en fait, on peut pas faire autrement que de se fixer euh, des horaires précis et un emploi du temps un peu rigoureux, d'être un peu discipliné là-dessus. Ce que je trouve difficile, mais qui en même temps fait le charme du travail de recherche, c'est de pouvoir afficher, on va dire, une attitude égale entre, on va dire, le mois de janvier et le mois de septembre en ce qui concerne sa recherche et son implication. C'est-à-dire que, bon, véritablement, au bout d'un moment, arrive, je pense, pour tous les thésards, pour tous les doctorants en général, il y a une question de doute qui se met en place. Et je trouve que d'ailleurs, c'est bien dommage qu'on ne soit pas plus préparé à ça, parce que à un moment donné, il faut gérer ça. Et puis, c'est pas parce qu'on va gérer cette question, cette histoire de doute qui s'installe une fois, que cela ne va pas revenir. C'est-à-dire que pour avoir discuté avec d'autres collègues doctorants, ils m'ont dit, tu vas voir à un moment donné, tu vas te demander, un, si tu es légitime, deux, si tu perds pas ton temps, et trois, si finalement tu vas y arriver. Donc ça, je le savais. J'étais quand même plus ou moins préparé. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je le savais quand même. Mais par contre, je m'attendais pas à ce que ça revienne un petit peu de façon cyclique de temps à autre. Et puis, je reviens à la source de ma motivation. Pourquoi j'ai choisi de faire cette thèse? Qu'est-ce qui me motive à faire ce sujet? Qu'est-ce que je veux prouver? Pourquoi je me suis lancée à faire une thèse? Ok, c'est bien d'avoir le titre de docteur et d'enseigner à l'université. Moi, j'ai eu l'expérience d'enseigner à l'université en tant que vacataire pendant 6 années de ma vie. Donc, mais parfois, je me dis non, c'est pas juste une expérience. Je veux bien aussi le dire un jour à mon enfant et lui dire voilà, je t'ai eu dans tout ce contexte-là, Covid, tout ce qui va avec, et thèse et tout ça, et je l'ai eu à la fin. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons thèse, un podcast réalisé par Caroline et produit par Avispa. J'espère que vous avez passé un agréable moment et à très vite pour un prochain épisode.